Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur Les Indiscrets, votre rendez-vous hebdomadaire sur le média, animé par Niels Wilke. Chaque semaine, nous décortiquons pour vous tous les aspects de la politique française, notamment grâce aux sources de Niels, dans tous les partis et coalitions. Cette émission existe grâce à vous, notre communauté engagée. Si vous souhaitez nous aider à continuer, vous pouvez nous soutenir en souscrivant un abonnement ou en faisant un don mensualisé sur le mediatv.fr/soutien. Votre engagement fait la différence, alors n'hésitez plus, passez à l'action. Au sommaire, buzz pour le buzz, ballon d'essai, vrai projet ou gigantesque coup de bluff. Et si Cyril Hanouna, le prince presque déchu de la télé, était candidat à la présidentielle de 2027, que cherche-t-il? Niels a enquêté et a interrogé notamment un spécialiste en communication politique. La semaine qui vient de s'écouler nous a donné de voir l'ampleur de la guéguerre entre le PS et la France insoumise, arbitrée tant bien que mal par les autres composants du NFP. Jusqu'où iront ces éclats de voix et pour quelles conséquences? On tentera de répondre à ces questions. C'est parti. Salut Niels. Salut Théo. Alors, Cyril Hanouna songerait à devenir président de la République, mais c'est quoi cette histoire? Oui, hein, c'est la dernière rumeur qui court, hein, et d'ailleurs, c'est l'animateur star de Bolloré qui a lui-même allumé la mèche sur le plateau de Touche pas à mon poste, toujours très satisfait de lui-même, hein. Il a annoncé qu'il était invité chez Trump à Mar-a-Lago, donc sa grande propriété en Floride avec golf et chambre de luxe pour un dîner le 22 février. On regarde la séquence sur C8. Non, non, sans rigoler. Comment ça va, mon chéri? Alors oui, parce que c'est pour savoir si je viens. Est-ce que je viens toujours le 18 février aux États-Unis? Alors Cyril, il y a 2-3 petits changements. Ah. Mais, C'est magnifique. Ah, j'adore le direct. Alors, non, c'est quoi le bail? C'est génial. alors, les équipes de Trump, ils veulent te recevoir, pas le 18 parce qu'il y aura du monde le 18, mais ils veulent te recevoir le 22 en privé. Alors, initialement, Hanouna s'était invité chez Trump pour un dîner le 18 février, sauf que c'était une invitation un peu bidon, parce que les internautes n'ont pas tardé à découvrir un encart publicitaire qui montre que le président américain faisait payer cher, très cher d'ailleurs, les entrées, 5 000 $ pour simplement pénétrer dans le bâtiment, 6 500 $ pour avoir une petite photo avec lui, voilà, pour avoir sa binette à côté du président américain nouvellement élu. Et dans la foulée, on apprend via le magazine Marianne que Hanouna songerait, entre guillemets, à se présenter à la présidentielle. Alors, pourquoi pas, hein, vu la séquence politique du moment. J'ai quand même demandé à Philippe Moreau-Chevrolet, qui est déjà intervenu dans cette émission, qui est communicant, qui est expert en communication politique, et surtout qui a publié une BD prophétique intitulée Hanouna, président, méfions-nous des clowns. C'était en 2020, donc il y a 4 ans. Il imaginait déjà Hanouna à l'Élysée, et je lui ai demandé donc s'il y avait des points en commun entre Hanouna et Trump. On l'écoute. Ça nous rappelle le schéma de la candidature de Donald Trump, c'est-à-dire quelqu'un qui a existé essentiellement par la télévision, pour l'audience, pour un public pendant plus de 20 ans. Hein. C'est leur point commun, avec succès, et en allant chasser, entre guillemets, sur les mêmes territoires, qui sont des territoires assez finalement de brutalité. Trump, c'était "You're fired", c'est "vous êtes viré", c'était son truc. Hanouna, c'est aussi beaucoup de ressorts de domination, de mise en scène d'humiliation, de domination, etc., qui font beaucoup rire son public et qui fascinent, mais qui sont un peu des traits communs. Et puis il y a cette facilité à parler aux gens de thématiques dont personne d'autre ne leur parle, parfois avec raison. Cyril Hanouna, c'était le premier à mettre en avant les gilets jaunes en plateau, par exemple, et parfois complètement à tort, comme quand il invite un nombre considérable de conspirationnistes qui racontent absolument n'importe quoi à tombeau ouvert chez lui. Voilà, donc Hanouna et Trump ont de nombreux points communs, et notamment aussi des idées d'extrême droite, hein. On l'a largement documenté sur le média à travers nos émissions. Et d'ailleurs, une étude menée par Claire Secaille, chercheuse au CRNRS, hein, qui avait été publiée en 2022, avait montré, Théo, que les idées des fachos occupaient la majorité du temps d'antenne dans Touche pas à mon poste.
On l'écoute. Dans TPMP, on est à 52% pour les 4 formations politiques et ses représentants dans TPMP. Et vient très loin derrière les représentants de la majorité, à 22% et quelques. Donc on a une répartition qui est assez peu représentative de ce qu'est réellement le rapport de force et la compétition électorale à l'heure actuelle. Et puis, c'est problématique aussi parce que le traitement narratif qui est fait du cas Zemmour va être très favorable aux candidats, en fait. C'est d'ailleurs cette dérive qui est dénoncée depuis des années par des chercheurs, des journalistes, des experts, etc., mais qui ont un peu l'impression de parler dans le vide face au rouleau compresseur Bolloré qui arrose à coups de millions ses programmes et se fiche des amendes dérisoires qui lui sont imposées parfois par l'Arcom. Même si l'organisme a finalement viré C8 de la TNT, CNews, la chaîne amirale, continue d'émettre et de propager la haine en toute tranquillité. À propos de Cyril Hanouna, Agnès, tu nous disais qu'il était finalement allé à une autre soirée que celle qui était payante. Oui, alors changement de plan, hein. Fini le 18 février, désormais donc ce sera le 22 et son entourage, Cyril Hanouna, vante une soirée exclusive, entre guillemets, non payante auprès du Parisien. Ce n'est pas un canular ni un happening, il va vraiment y aller et c'est un vrai dîner, assure ce mercredi donc H2O, c'est la société de production de Touche pas à mon poste, à nos confrères du Parisien, au cas où effectivement on aurait des doutes de voir éventuellement Hanouna en slip devant Mar-a-Lago, donc il est bien invité. Simplement, on nous explique qu'il y aurait un mystérieux correspondant américain qui jouerait en fait le rôle d'intermédiaire entre Cyril Hanouna et Trump, l'équipe de Trump. En réalité, il s'agit de Jacob Safar, donc c'est un bijoutier, un joaillier qui a ses entrées dans la propriété de Trump, hein. Il s'en vante ouvertement d'ailleurs sur son compte Instagram et il est déjà intervenu dans l'émission de Cyril Hanouna. Quelles sont les conditions financières qui entourent ce dîner? C'est encore assez mystérieux. Du côté de l'entourage de Cyril Hanouna, on assure qu'il ne paiera rien pour ce dîner, qu'il est bien invité, sans que l'on sache vraiment finalement si c'est ce Jacob Safar qui va casquer ou si ce sera un autre intermédiaire. Et puis, retournons à la politique. En fait, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que Hanouna peut vraiment s'imposer dans la vie politique française? J'ai demandé à nouveau son avis à notre communicant Philippe Moreau-Chevrolet. Selon lui, l'animateur préféré des fachos part avec plusieurs handicaps. Contrairement à Trump, il n'a pas un parti. Contrairement à d'autres figures aujourd'hui qui sont installées comme Jordan Bardella, Elon Musk, qui sont en train de draguer l'électorat d'extrême droite en Europe, en France, d'une manière assez nouvelle et puis vraiment très 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 forte, avec le soutien en partie de Bolloré qui a beaucoup soutenu Jordan Bardella. Cyril Hanouna, à l'heure actuelle, est quand même relativement isolé. Donc c'est une vraie question. Puis encore une fois, il y a beaucoup de concurrence. Quand Cyril Hanouna a commencé à faire dans la politique avec TPMP, il y avait un paysage qui était assez simple. Il n'y avait pas toute cette concurrence. Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même très, très, très encombré, l'extrême droite, qui serait plutôt son secteur quand même naturel d'après ses propres déclarations. Donc c'est le vrai point d'interrogation. Il va y avoir beaucoup de monde sur le créneau populiste. Et lui, il se lance un peu tard finalement presque par rapport à ce qu'il aurait dû faire s'il voulait exister davantage. Voilà, donc il y a quand même une offre pléthorique à l'extrême droite en France, hélas, et Hanouna n'est donc pas le seul sur le créneau. Mais Niels, est-ce que tout ceci ne serait pas finalement un énorme coup de bluff, tout On est, simplement? on est effectivement en droit de se poser sérieusement la question, parce que cette annonce quand même un peu lunaire, hein, qui a un peu sidéré le monde politique et médiatique, à Paris, ça faisait partie des principales conversations, que ce soit à l'Assemblée ou même au Sénat d'ailleurs cette semaine. Et on sait que Cyril Hanouna est en négociation avancée pour rejoindre le groupe M6 après la disparition annoncée de C8 sur la TNT. Alors j'ai fait marcher mon carnet d'adresses et on m'a soufflé aussi qu'il y aurait de l'eau dans le gaz avec son patron historique Bolloré. Un bon connaisseur de la chaîne C8 m'explique qu'ils sont plus vraiment sur la même longueur d'onde, qu'il y a eu quand même quelques amendes. Alors certes, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la fortune de Vincent Bolloré, mais enfin quand même, il y a eu pas mal de scandales et surtout, effectivement, il y a la fin de C8 sur la TNT qui ont laissé des traces.
Et donc, la direction d'M6, pour le moment, se montre extrêmement positive et laudatrice sur, sur la personne de Cyril Hanouna, malgré une opposition en interne hein, qui est menée par les journalistes. On les comprend qui sont un peu catastrophés quand même par cette arrivée annoncée et aussi par l'animatrice Karine Le Marchand, qu'Hanouna quand même a harcelé dans son émission sur C8 tout au long de ces années. Alors, la direction temporise, explique que ce ne sera pas une émission politique de la part de Cyril Hanouna, qu'on lui demanderait de mettre ses positions politiques de côté. Et c'est vrai que on a du mal à imaginer Cyril Hanouna se cadrer après une dizaine d'années, voire plus, sur C8 en toute liberté. En plus, alors ce qui est quand même assez cynique de sa part, c'est qu'en 2016, il était quand même très anti-Trump, hein. On se rappelle qu'il se moquait ouvertement du candidat américain et on l'a vu effectivement Cyril Hanouna comme Bolloré dériver de plus en plus vers Zemmour, vers Bardella, qu'il a contribué à lancer avec le groupe. Alors, on nous apprend, Nils, que l'entreprise de production de Cyril Hanouna ne va pas très bien. Est-ce que finalement, cette entrée en politique, en tout cas cette entrée simulée en politique, ne vise tout simplement pas à faire parler de lui, à augmenter sa valeur, voire à se recycler, comme d'une certaine manière, Éric Zemmour s'est recyclé pour son plus grand bonheur? Est-ce que il n'y a pas juste une sorte de réorientation professionnelle face à un doute? Oui, c'est vrai, c'est vrai que les affaires vont un peu moins bien. C'est vrai aussi que il traverse un peu une période de creux suite à la décision de l'Arcom de ne pas renouveler la fréquence de C8 sur la TNT. Et c'est vrai aussi que pour le moment, finalement, c'est un projet qui reste extrêmement flou. Alors certes, il a eu des positions d'extrême droite sur l'immigration, sur le libéralisme fiscal, par exemple. On l'a toujours entendu râler contre les taxes, les cotisations sur le pouvoir d'achat. Mais enfin, quand même, il est dépourvu de toute formation technique. Il n'a aucune expérience dans l'exercice de responsabilité publique. Voilà, il y a Comme quand même. Trump, Nils. Oui, mais est-ce qu'en France, c'est transposable? C'est pas sûr, c'est pas sûr. En tout cas, on va suivre évidemment les tribulations de Cyril Hanouna en politique avec beaucoup d'attention. Alors, on évoque un autre sujet, le PS en PLS, traître ou pas. En tout cas, c'est le rififi avec LFI. Oui, c'est un visuel hein, qui a relancé la guéguerre entre les socialistes et les insoumis après le malheureux épisode de la non-censure de Bayrou à l'Assemblée cette semaine. Le visuel a été posté sur les réseaux par le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, donc pas le parti. C'est important, on verra plus tard hein, cette nuance. Ce mercredi 5 février, et donc on voit sur le visuel le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, aux côtés de Marine Le Pen, donc, qui est la chef des députés du Rassemblement national, et Macron en arrière-plan. Et donc, les socialistes, évidemment, ont hurlé. Olivier Faure a réclamé des excuses de la part de la direction de la France Insoumise. Alors, plus embêtant peut-être pour LFI et pour la direction du PS, l'affiche a été immédiatement reprise, évidemment, par les rivaux de Faure au Parti socialiste et qui sont aussi anti-LFI, puisque ça va ensemble, comme le député Gage, par exemple, qui milite pour sortir du nouveau Front populaire et qui a écrit qu'il n'y aurait plus jamais d'alliance entre le PS et LFI après ce visuel. Alors, dans l'entourage de Faure que j'ai interrogé pour préparer cette émission, on m'explique que ce visuel est très maladroit, voire carrément dégueulasse, je cite, et on m'explique que c'est une vengeance assez minable hein, des Insoumis après la défaite de Louis Boyard, qui est toujours député, donc au municipal à Villeneuve-Saint-Georges. Et c'est vrai que Mathilde Panot, le lendemain, donc le 6 février, a été un peu sorti les rames pour justifier ce visuel. C'était sur BFM, on l'écoute. Je ferai des excuses à Olivier Faure lorsqu'il fera des excuses pour avoir fait passer un budget aussi violent que celui-ci. Et la dernière chose que je vous dis, c'est que ce n'est pas ce visuel que vous trouvez sur l'ensemble des comptes de la présidente de groupe que je suis, mais aussi des députés. Mais écoutez, Madame de Malherbe, combien de fois avez-vous parlé du groupe Facebook dans lequel se trouvent 15 députés du Rassemblement national qui appellent à l'explosion des mosquées, à assassiner des exilés, qui appellent à assassiner le président de la République. Mais ça, c'est pas on un va compte vraiment caché. passer toute cette interview sur un visuel. Mais c'est pas un compte caché.
Voilà, donc Mathilde Panot, elle préfère un petit peu choisir la diversion, hein. Elle dévie sur le RN en évoquant un compte caché des députés RN dégoulinant évidemment de racisme, hein. Alors c'est une affaire qui avait été révélée par le site Les Jours, sauf que bon, la publication du groupe LFI, elle était publique. Mais bon. En tout cas, si Faure cherche à recevoir des excuses, il risque de les attendre encore longtemps. C'est ce que me confie un proche de Jean-Luc Mélenchon ce matin avant qu'on enregistre cette émission. Il m'explique aussi qu'il comprend hein, l'émoi suscité par le visuel, mais que sur le fond, le message politique est clair. C'est parce que le Rassemblement national et le PS n'ont pas voté la censure que Bayrou peut continuer sa politique délétère. C'est ce que m'explique ce proche de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas subtil, hein, il le reconnaît, mais le but c'était de créer un choc. Le PS peut dire ce qu'il veut, ils savent que le fond est exact et ça les fait chier, me dit-il. Voilà, ça c'est envoyé. D'un point de vue purement politique, c'est-à-dire en sortant de la communication et en s'attachant au fond, en élaguant tout ce qui peut être vexatoire, etc., dans l'analyse politique, est-ce que on peut dire que LFI a raison ou a des raisons? Non, en fait, la France Insoumise a plutôt raison dans son analyse, hein, parce que c'est vrai qu'en négociant avec François Bayrou derrière le dos du nouveau Front Populaire, puis en refusant de voter les deux motions de censure, parce qu'il y en a eu deux, hein, il y en a une sur le budget et une autre sur le budget de la sécurité sociale, qui ont été donc déposées par les alliés du nouveau Front Populaire, le Parti socialiste a effectivement permis au Premier ministre de garder son poste. C'est factuel et donc le texte a été définitivement adopté, je crois que c'était au terme d'un vote au Sénat jeudi matin, oui c'est ça, jeudi matin, qui prévoit une baisse des dépenses publiques de 32 milliards d'euros, dont 24 milliards uniquement pour l'État et 21 milliards de hausse d'impôts, touchant principalement les grandes entreprises et les Français les plus riches. Alors il y a effectivement une petite participation fiscale en plus des grands groupes, mais enfin pour le reste c'est quand même la saignée. Et ça agace évidemment les insoumis qui se répandent en insultes envers le Parti socialiste, à l'image du député Bernalicis qui accuse comme d'autres les socialistes d'être des traîtres, hein, on le voit, c'était sur X. Alors évidemment, les socialistes ont riposté, ils réclament la fin des hostilités comme Boris Vallaud cette semaine sur France Info, on l'écoute. Écoutez, vous savez, il n'est pas dans notre culture, et je vois qu'il n'est pas dans la culture de la gauche, de manier l'invective, la menace, le harcèlement. Et je dois dire qu'il n'appartient pas à Jean-Luc Mélenchon de délivrer des brevets aux uns et aux autres. Il n'est pas propriétaire du nouveau Front Populaire, et nous n'avons pas changé d'alliance. Alors, Niels, quel est le fond tactique de la posture des socialistes? En fait, c'est un débat qui est aussi vieux que la gauche, hein. Les socialistes, en fait, se veulent pragmatiques, à trouver des solutions, quitte à effectivement négocier avec un gouvernement qui penche clairement vers la droite, voire l'extrême droite, comme c'est le cas avec le gouvernement Bayrou. Et puis, ils ont tendance à voir la France insoumise, ou en tout cas à les présenter comme des idéologues un peu bornés. Et finalement, voilà, comme je le dis, c'est un débat qui est aussi vieux que la gauche, hein. Déjà, au début du XXe siècle, entre Jaurès et Gued, il y avait ce type de débat. Et puis c'est vrai aussi que le PS se montre aussi d'une certaine mauvaise foi, puisque l'une des justifications qui est avancée par Olivier Faure et par la direction du Parti socialiste, c'est de dire qu'il fallait un budget à la France et que le Parti socialiste a été responsable. Sous-entendu, les alliés du Nouveau Front Populaire, LFI, les Verts, les communistes, n'ont pas été responsables. Sauf que le Parti socialiste disait le contraire au moment de voter la censure contre Barnier il y a un mois et demi avant les fêtes, on s'en souvient, hein, le gouvernement Barnier était tombé avant Noël. Et d'ailleurs, Faure réclamait l'arrêt des 49.3 pour ne pas censurer Bayrou il y a 2 semaines. Les socialistes ont laissé tomber cette revendication, il y en a eu deux cette semaine, hein, comme je le disais, sur le budget et celui de la sécurité sociale. Les socialistes ont aussi abandonné leurs revendications sur l'abrogation de la réforme des retraites, hein. Désormais, on parle d'une simple conférence sociale. Donc, bon, quand même, on peut dire que la France insoumise a des raisons d'être un peu énervée, hein. Alors, à l'Assemblée, quand même, bon, la France insoumise présente des demi-excuses, hein, si on peut le dire comme ça, de manière officieuse. On m'a expliqué ce matin pour préparer cette émission, une source donc parlementaire me disait, mais on ne voulait pas mettre sur le même plan le PS et le RN. Évidemment que les socialistes ne sont pas l'extrême droite, et nous, à la France insoumise, on est déjà victime d'amalgame au quotidien. Donc évidemment, c'était pas le but. Et d'ailleurs, bon, en interne, le fameux visuel a quand même suscité la réprobation
l'intégration de certains élus, par exemple Éric Coquerel, hein, qui a quand même un statut un peu à part au sein de la France Insoumise, puisqu'il est président de la commission des finances, et puis c'est un vieux compagnon de route de la France Insoumise. Il a un petit peu dit tout haut ce que beaucoup ont pensé tout bas. Regardez, c'était sur LCP. Sa fiche, elle n'aurait pas dû être publiée, donc voilà, on n'assume pas, voilà, c'est dit, c'est clair. On n'assume ni sur le fond, ni sur la forme. Voilà. Pourquoi elle n'aurait pas dû être publiée? Parce que nous ne sommes pas d'accord avec cette affiche, elle a fait partie... Elle a circulé dans notre communication, mais elle n'aurait pas dû être validée et circuler. Voilà, et puis au sein de LFI, on m'explique que c'était pas très malin peut-être de viser fort parce que c'est pas lui finalement le principal responsable des attaques contre le nouveau Front Populaire. Et finalement, l'affiche a été retirée et remplacée par une autre affiche, alors présentée notamment par la députée Obono avec beaucoup d'ironie en guise d'excuse au Parti Socialiste. Faure a disparu, il n'est plus présenté comme un traître, et c'est Hollande qui apparaît donc sur ce visuel. Et c'est vrai que ce nouveau visuel, il a le mérite d'être un peu plus vrai factuellement, eu égard au petit jeu délétère de l'ancien président au sein du PS, lui qui cherche à virer Faure pour le remplacer par l'un de ses obligés avant le congrès qui va se tenir au Parti Socialiste. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit autre chose ce mercredi, il était en meeting depuis Angers, regardez-le. Nos ennemis, c'est ses chefs. Personne nous avait dit qu'ils allaient ramener Hollande. Ils l'ont sorti de la naphtaline en douce. Le mec, il était à peine dehors. On lui tend un micro. Qu'est-ce qu'il a à dire? Première parole, première pensée politique profonde. Ça prend à moi. Qu'il se taise, dit-il. Mais pour qui tu te prends? Non, je ne me tairai pas. Je n'ai pas l'intention de le faire. Cela m'engueulerait si je le faisais. Voilà, et d'ailleurs, le premier visuel a quand même un peu embarrassé le patron du PS, pour la petite histoire, donc qui tente quand même de garder son siège avant le congrès. Et d'ailleurs, le PS boit la coupe de la non-censure jusqu'à la lie, puisqu'ils ont reçu quand même les remerciements de Gérald Darmanin ou d'autres ministres du gouvernement Bayrou cette semaine. C'est quand même un peu le baiser de la mort, et puis voilà. Est-ce que c'est finalement cette affaire du visuel ne serait pas un avant-goût des relations entre les partis de gauche avant les municipales de 2026 puis la présidentielle de 2027? Ça promet. On va observer tout ça en tout cas. Merci Nils. Merci beaucoup Théo, merci à tous. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email si vous nous regardez à la télé. Partagez cette vidéo, mettez des petits pouces en haut. Faites passer le message du canal 165 de la Freebox et de notre disponibilité sur Molotov autour de vous. Et si vous le pouvez, bien entendu, sautez le pas, devenez sociétaire, abonnez ou donateur du média en allant sur lemediatv.fr/soutien. Dans tous les cas, restez connectés aux médias.